Salut à tous et bienvenue dans l'OM au café. Je suis ravi de vous accompagner pour ce rendez-vous, les amis. Un rendez-vous où on va parler de l'actualité de l'Olympique de Marseille en présence d'un invité. Et ça me fait plaisir, vous allez le voir apparaître là dans la petite fenêtre. C'est Flo Tognotti, Florent Tognotti qui est avec nous. Salut Flo, comment ça va? Salut Romain, ça va, écoute, bonjour à tous. Ravi d'être ici, pardon. Ravi de te retrouver. Je disais, alors on te connaît depuis des années au Fossé, on a fait pas mal de choses ensemble. Tu étais à l'époque, on va dire, un des moteurs d'un programme très intéressant qui s'appelait la Data Room sur Canal. Ouais. Et voilà, féru de stats, féru de data, féru un peu de tout ce qu'on peut faire, qu'on peut analyser maintenant avec le football. Et tu es maintenant sur Twitch, sur YouTube, parce qu'on est en 2025. On peut te suivre sur voilà, ton compte perso. Et tu continues à faire pas mal d'analyses. Alors, tu n'as plus Bordeaux, hein. On sait qu'à la base, tu es supporter des Girondins. Ça existe, ça existe plus trop. Bon, ça existe encore en N2, mais oui, disons qu'il y a moins de matière, on va dire, aujourd'hui. Donc du coup, tu analyses aussi ce qui se passe en Ligue 1, et il n'y a pas longtemps, tu étais tu as fait pas mal de petites analyses sur Roberto De Zerbi, voir un peu comment ça se passait, son football, comment ça se passait avant, et tu n'étais pas trop surpris de comment ça se passe maintenant. On va donc du coup décrypter un peu tout ça. On décryptera tout ça dans la deuxième partie de l'émission. La première, elle est quand même, tiens, on nous dit, elle est quand même consacrée aux questions du chat. Et j'en vois une déjà. Nico Amskas nous dit: salut Flo, quelle est ta tier list de l'OM ou Bordeaux à l'heure? Top 10 presque. Ah oui. Alors tiens, c'est bien de faire un petit côté tier list comme ça. Belle question de Nico. Sur quelqu'un, on va dire, d'extérieur à l'OM. Je vais te demander des joueurs de l'OM, du coup, toi en tant que supporter à la base bordelais, des joueurs top 10 pour toi de l'OM au 21e siècle, des joueurs presque top 10, des joueurs on n'oublie pas, et des joueurs on oublie. Ok, et du coup vous allez me donner des noms, c'est ça? Et je les classe dans les déjà, est-ce que toi, comme ça, y en a qui te viennent en tête ou pas? Est-ce qu'il y en a qui me viennent en tête? Top 10 Marseille. Drogba, forcément. Même si j'étais jeune au final pour Drogba, malgré tout. Mais c'était quand même assez marquant à l'époque, même si ça a été court, du coup. Après, si j'avance, les saisons Guéret, la saison du titre sous Deschamps, forcément, vu que c'était des concurrents de Bordeaux, le duel 2008-2009, il y avait pas mal de joueurs. Il y avait Diawara qui était chez vous, qui était passé chez vous, Alou Diarra qui a fait pareil ensuite, même si c'est pas des top 10, hein. Mais c'est vrai que sur cette période-là, Brandao nous a fait mal en Coupe de la Ligue. Donc je saurais pas exactement les classer, mais oui, j'ai quelques souvenirs plus ou moins douloureux. En 2009 c'était bien, en 2010 c'était plus compliqué. C'est vrai, tu m'y fais repenser là. Brandao, c'est vrai qu'il vous fait. La finale de la Coupe de la Ligue, ouais. Il vous fait mal. Il me semble. Je vais te prendre des joueurs passés par l'OM et Bordeaux, et vous allez aussi m'en donner dans le chat. Tiens, Dugarry. Dugarry, rappelle-moi rapidement les 4 catégories. Je vais les noter comme ça. Je les aurai. Top 10, presque top 10. On n'oublie pas ou on oublie? Dugarry, Bordeaux, on n'oublie pas. J'ai l'impression que Marseille, on oublie. Non, c'est ça. Moi, je le mettrais pas. Pour moi, Dugarry, c'est. Alors là, on disait 21e siècle, on n'y est plus, mais pour moi, Dugarry, ça reste quand même. C'est quand même l'acteur, ce que je disais la dernière fois, c'est quand même l'acteur majeur du match le plus marquant de l'histoire de l'OM. Donc, rien que ça, presque top 10, peut-être pas. Mais il est au moins dans on n'oublie pas, on peut pas. Ouais. Après Bordeaux, je disais on n'oublie pas. En vrai, pour ce qu'il représente maintenant et son passage à Bordeaux, 96, etc., je pense qu'il serait pas loin du top 10, même s'il y a d'autres grands joueurs aussi qui sont passés par Bordeaux à la même époque que lui d'ailleurs.
Mais pour ce qu'il représente aujourd'hui en tant que Bordelais, vraiment, rien que pour ça, il serait en effet beaucoup plus haut que ce que j'ai mis tout à l'heure sans trop réfléchir. Tiens, on nous parle aussi, forcément, Kamel Meriem. Nous, on n'oublie pas. Vous, peut-être plus, non? Ouais, peut-être plus en effet. Ça a été éclair, Meriem. Moi, le souvenir que j'en ai, c'est quelques bons mois, genre une bonne demi-saison. Mais c'est vrai que sur la continuité, ça a été compliqué. Après, il est arrivé toujours. Enfin, c'était l'un des nombreux nouveaux Zidane. Et il a fallu porter ça. Ça reste un très beau joueur. Mais oui, je pense que c'est plus oubliable en effet de notre côté. Même si je crois qu'il y a 6 mois qui était assez intéressant dans mon souvenir. Greg Sertic, putain. Ça c'était nous, vous oubliez, je pense. Ah bah oui, totalement. Nous, c'est un des symboles de la baisse parce qu'en fait, quand Sertic éclot, c'est la période de Laurent Blanc. Donc, c'est un de ces jeunes qui arrivent dans l'équipe et qui commence à avoir un peu de temps de jeu. Et après, c'est un de ceux qui est resté quand l'équipe a commencé à retomber, on va dire, dans l'anonymat, le milieu de tableau. Mais il y a eu des bonnes saisons quand même avec lui. Je crois qu'il y a une année, je crois que c'est l'année avant qu'il vous rejoigne, où il met une dizaine de passes décisives en championnat. Alors, bien aidé par les passes décisives sur coup de pied arrêté, mais bon, elle compte. Donc, j'ai envie de dire, sur le passage à Bordeaux, on n'oublie pas parce que c'était un de ceux qui, sur cette période-là, avait été un des joueurs qui tirait un petit peu l'équipe vers le haut dans un moment où il y avait tout qui un petit peu était en train de chuter. Et malheureusement, on n'oublie pas non plus que il y avait une saison où il était attendu pour confirmer et malheureusement, je crois qu'il se fait les croisés sur la première journée du championnat. Et c'est après ça en fait qu'il a vraiment commencé à baisser de niveau, quoi. Ouais, c'était terrible. Bon, chez nous, Grégory Sertic, on oublie. Évidemment, il y a quand même une stat terrible sur la saison 2017-2018. Il fait pas un match où l'OM encaisse moins de 3 buts. C'est-à-dire que dès qu'il jouait, on prenait 3 buts, ce qui était quand même assez problématique. Et ça, tu l'oublies pas. Et ça, pour le coup, c'est une stat quand même qu'on a du mal à oublier. Et tiens, tu vois, c'est marrant parce que maintenant il est lié à Bordeaux, mais c'est l'ancien président de l'OM, Jacques-Henri Hérault, qui avait quand même négocié ardemment avec Jean-Louis Trio. C'était un des derniers combats de Jean-Louis Trio, ce transfert de Sertic. Et Hérault était heureux d'avoir abaissé l'indemnité de transfert de 3 millions à 2 millions et demi. Et il était fier de se dire, voilà, moi, on m'a pas dans les négos. Et quand tu te dis, Sertic, à 6 mois de la fin de son contrat, 2 millions et demi, pour voir derrière ce qu'il a fait, c'est terrible. Mais tu vois, ça rappelle ce que je dis d'Hérault, sur tout ce qui hors foot. Hérault il a fait des trucs. La convention négociée entre le stade Vélodrome et le club de l'OM est un truc, mais un coup de maître qui nous coûte du coup en tant que citoyen marseillais, parce que du coup tu payes des. Mais il a négocié ce truc et du coup toutes les personnes liées à la mairie essaient de revenir sur cet accord qui est un coup de maître. Par contre, sur ce qui concerne le sportif, c'est beaucoup plus compliqué et c'est dommage parce que c'est avant tout ce qu'on demande à un président de foot. Malheureusement. Et oui, c'est dommage. Et Gianluca nous dit, pourquoi parler des Girondins alors qu'on a un gros match samedi à Monaco? Et oui, on va en parler. Tu en penses quoi, toi, Flo, de ce Monaco OM qui se profile? Bah oui, ça va être un gros match comme tu l'as dit. 2 équipes qui sont quand même assez irrégulières sur les derniers temps. Alors Monaco est sur une pente un peu plus ascendante que l'OM là quand on regarde quelques stats. Mais oui, bah de toute façon, vu comme c'est serré entre les 6 qui suivent le Paris Saint-Germain, quand 2 équipes vont s'affronter, à chaque fois ça va être un gros choc et il y en a quelques-uns en plus d'ici la fin de la saison. Donc c'est sûr que ce Monaco-Marseille, oui, celui-là on va le suivre de près, évidemment. Et puis on en parlera dans la deuxième partie effectivement de ce petit focus, mais on y va quand même avec une défense sans Balerdi qui fait que ça devient très vite compliqué pour nous, non? Bah, moi j'ai revu votre première mi-temps contre Toulouse, juste revu la première mi-temps, et c'est vrai que à 1 partout, les 2 occasions de Babika,
c'est merci Babica, j'ai envie de dire sur ce coup, parce que c'est deux gros ratés. Je trouve que le premier, autant le deuxième il perd un duel, mais le premier il s'en fait tout seul avec une touche de balle complètement ratée et il rend le ballon alors qu'il a une passe D à donner à Magri. Donc ouais, c'est vrai que autant je vous ai trouvé intéressant sur le début de match, il y avait plus de courses, plus d'appels. Et ça a été gâché en partie par Mopé, il y a des contrôles ratés ou des choses comme ça qui fait que des situations favorables ne s'étaient pas transformées en occasion. Le retour de Murillo aussi intéressant à droite à ce niveau-là. Mais c'est vrai que défensivement, ça flotte toujours. Mais bon, ça, comme tu le disais, j'en ai parlé dans mes vidéos sur l'OM dernièrement et c'est une habitude sous des herbies et c'est quelque chose finalement quand on commence à connaître ce coach où on se dit faut faire avec, il faut essayer de remplir les objectifs malgré le fait que défensivement, on sera moins fort que beaucoup d'autres équipes candidates à la même chose que nous. Albo Marseille nous dit Florian, quel est ton lien avec l'OM? C'est vrai, ça tient. Est-ce qu'il y a un jour un match de l'OM sur lequel tu as vibré, où tu t'es dit putain, quand même ce club c'est quelque chose? Raconte-nous un peu. Il y avait sur les dernières campagnes, alors je vais donner des trucs récents, mais les dernières campagnes de Ligue Europa, quand Sakai va mettre son but en contre-attaque là, c'est contre Salzbourg ou c'est un autre adversaire, je sais plus. C'est contre Leipzig. Contre Leipzig. Et je ne sais pas si tu savais, mais c'était le jour de son anniversaire. C'est comme Yacine Bamou à la boutique du PSG. Ça c'est déjà droit. C'était en plus son anniversaire ce jour-là. Ok. À Hiroki. Mais oui, il y avait eu une belle campagne là, cette année-là en Ligue des Champions, en Ligue Europa, pardon, pas Ligue des Champions. Mais il y a eu aussi quelques matchs de Ligue des Champions. Si je reviens en arrière, j'ai souvenir quand vous allez sortir l'Inter, il me semble que c'est ça, avec un but de Brandao là-bas. Ouais. Je me trompe, c'est ça hein, l'histoire. C'est ça. Contrôle du dos. Donc ça c'est ça. C'est 2010-2011 logiquement. C'est 2011-2012. 2011-2012. Ouais, d'accord. Mais 2-3 souvenirs comme ça aussi en Coupe d'Europe. Et pour parler de programmes que j'avais fait par le passé où j'avais revu des matchs anciens. Alors, j'ai pas refait toutes vos campagnes de Ligue des Champions des années 90, je l'avoue. Par contre, j'avais été impressionné en tombant, pas par hasard, mais j'étais tombé sur un Marseille, je crois que c'est Poznan, où vous les éclatez, Poznan, ouais. 90-91, je sais plus, et où en fait Jean Tigana à ce moment-là est chez vous en fin de carrière et à 34 ou 35 ans, il survole encore le match d'une façon hallucinante. Alors il avait très peu joué cette saison-là, je crois que c'est 90-91, et malgré tout sur ce match-là, enfin il jouait face à des enfants et c'était impressionnant. Pour parler encore d'un ancien Bordelais, désolé, mais c'était quelqu'un. C'était le deuxième ou troisième du Ballon d'Or, hein, donc à son prime. Jean Tigana, c'était un monstre et incroyable. Et c'est un énorme regret. Lui a cet énorme regret-là encore plus, mais c'est pas le seul sur Marseille. Beaucoup de regrets de ne pas l'avoir vu jouer la finale de Coupe des clubs champions de 91 contre l'Étoile Rouge, parce que et je pense qu'il a toujours pas d'ailleurs pardonné lui à Bernard Tapie cette non-titularisation. Il a toujours en travers de la gorge. Il a gardé toutes ces années. Mais effectivement, quel joueur! Quel joueur, Jean Tigana. Les médias y étaient pour beaucoup. Tiens, il y a un petit débat dans le chat là sur Duga. On nous dit il y avait pas mal de Duga bashing et compagnie. Et c'est vrai que c'était le joueur sur qui on aimait bien taper. Et c'est vrai que lui a dit, même Dugarry avait dit, il y a plus de négatifs que de positifs son passage à Marseille, mais en fait Dugarry il aimait pas Marseille en général, c'est-à-dire que les mecs qui venaient le brancher au restaurant, il avait expliqué ça, qui venaient lui parler en lui disant le match et tout, lui il supportait pas ça, donc du coup même le côté positif, même quand ça allait à Marseille, lui il n'était pas vraiment ça n'a pas été vraiment compatible quoi, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est peut-être la différence entre Bordeaux et Marseille à ce niveau-là. Ah oui, ça c'est clair. On va lancer une petite coupure pub et puis on va chambrer un peu, tiens Flo, juste derrière. Petite coupure pub. Oui, il faut que je disais, c'est JOM qui nous dit, et le but d'Under à Bordeaux, alors est-ce qu'on en parle ? C'est vrai, tiens, que cette série qui a pris fin, tu l'as vécu comment ? Donc c'est début 2022. Ouais, c'est ça, c'était janvier 22, mais... Équipe de Bordeaux décimée, il y a le Covid. Jean Nana titulaire, on a compris.
équipe décimée par le Covid, Onana titulaire. Je crois qu'il y avait même dans l'ambiance dans le stade, il y avait un truc, je sais plus si c'était un huis clos ou c'était très bizarre, je me rappelle plus exactement. Mais bref, oui, match très bizarre, mais pour le coup, moi je dois avouer que cette invincibilité, à partir du moment où c'était pas à Chaban, c'était fini. Ça comptait plus beaucoup, ça comptait beaucoup moins en tout cas dans mon esprit. Alors vous allez dire oui, non mais c'est normal, c'est parce que maintenant elle est finie. Non, en vrai, c'est vrai que moi, j'étais très énervé sur les dernières saisons d'invincibilité, particulièrement au Matmut, c'est que Bordeaux jouait plus match pour le gagner. Vraiment pas. On faisait match nul, on était content, et puis alors que il y a eu une saison, je sais plus laquelle exactement, Bordeaux avait une place à aller chercher, c'était en fin de saison, enfin se battait pour l'Europe, il y avait moyen d'aller chercher sans doute plus de points que ça, et tu fais un partout, tu fais bah, tout le monde est content, l'invincibilité continue. Alors je m'en souviens, je crois que c'était les dernières de Francis Gillot. Donc c'était pas, peut-être, ouais, c'était pas la période la plus sympa, mais effectivement c'était cette période-là. Et Dragan Pixie nous dit Dugas voulait revenir lorsqu'il était à Birmingham, interview dans l'équipe. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu cette histoire-là aussi où il a passé un petit coup de fil à Robert Louis Dreyfus. Bon, écoute, ça arrive. Tiens, il y a Erudinen qui nous dit on peut profiter des compétences techniques de l'invité dans les questions plutôt que des revivals sur les saisons passées Bordeaux-OM. Eh bien, Erudinen, il n'y a pas de souci. On y passe tout de suite. C'est la deuxième partie.